J'appelle donc Frédéric Fuse, qui est à Barcelone, que je connais depuis plusieurs années, et je suis ravi de le revoir à l'occasion de cette réunion, qui va parler du panorama du risque chirurgical en Espagne et en Italie, et je demande à Madame Autran de nous présenter. Je pense que vous avez tout dit. Frédéric Fuse est médecin généraliste de formation. Il est à CHAM depuis plus d'une dizaine d'années. Il a mis en place toute l'organisation du management des risques en France. Puis il l'a déployé en Espagne, en Italie, et essentiellement l'Espagne étant une envergure importante dans notre activité. Il englobe l'ensemble de cette activité de conseil, de formation auprès des établissements de santé publique espagnole, santé privée espagnole et des professionnels du Pérou. Et Frédéric va vous en parler un peu plus longtemps. Bonjour monsieur, pouvez-vous lancer votre diaporama s'il vous plaît, et vous pouvez même actualiser votre vidéo, Alors, vous laissez votre vidéo. D'accord. Je crois que je l'ai fait. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, je vois très bien votre écran, mais votre diaporama n'est pas lancé en fait. Voilà, vous avez lancé. Et votre vidéo. Ah oui, c'est bon. D'accord. Voilà, vous avez lancé votre diaporama. Merci. Comme ça? Normalement, oui, ça marche, mais là, ça ne marche pas a priori. Sinon, vous allez sur le haut des fenêtres, il y a diaporama, lancez le diaporama. Voilà, sur la gauche, à partir du début. C'est parfait, merci. Voilà. Et je peux suivre avec le petit curseur. Ça suit, c'est bon? Non, ça ne passe toujours pas. Vous pouvez le lancer à partir du début. Voilà, c'est parfait, là, ça va marcher. Non. Ah, d'accord. Là, vous avez déconnecté, monsieur. Relancez votre diaporama, s'il vous plaît. Je pense qu'on vole sur Mars. Alors, vous devriez le voir. Là, je vois votre diaporama. À ce moment-là, vous laissez comme ça, vous descendez en cliquant sur le... Ouais, voilà. Voilà, c'est parfait, merci. Ah oui, je comprends. Vous êtes en mode multi-écran. D'accord. Merci à vous. Sans doute. Merci. Merci. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Je suis très honoré et toujours intimidé d'être parmi vous. L'objet de la présentation, c'est de vous présenter un peu ce que l'on fait en Espagne, en Italie, ce que l'on comprend, et en essayant de faire le lien avec la thématique, le fil rouge de cet après-midi autour des innovations en chirurgie. Et en cela, j'espère apporter quelques points de vue à votre assemblée et aux interlocuteurs qui vont se succéder après moi. Deux petits prérequis, je suis plus espagnol qu'italien, donc ma présentation sera un petit peu déséquilibrée. Au-delà de sinistralité de chiffres, j'ai choisi trois options, là encore, pour lancer les débats. L'Espagne nous a marqué par l'organisation territoriale, j'en ferai une part de ma présentation. En Espagne, on a mené quelques analyses de sinistralité, et on essaiera d'en tirer quelques enseignements, là encore tournés vers ce que le digital, ce que l'innovation peut nous apporter. Et enfin, sur l'Italie, sur lequel on a peut-être un petit peu moins de data, je ferai un focus, non pas désobligeant, mais un focus sur ce qu'il est coutume d'appeler la médecine défensive, qui traduit certains enjeux de jurisprudence, de l'importance de la data, et qui traduit d'ailleurs les réponses que CHAM a essayé d'apporter dans ce pays. Alors, je ne sais pas, j'ai vocation à rattraper un peu le retard, mais je vais quand même essayer d'être le plus complet possible. Je suis les diapositives, je vais parler du système espagnol. Donc moi, on a des bureaux à Barcelone et en Espagne. Je vous rappelle que l'Espagne est relativement jeune en termes de démocratie. C'est une constitution de 78. Le cadre de santé date donc de cette époque, et c'est entre 1980 et 2000 que la plupart des régions, je vous rappelle que l'Espagne est constituée de 17 régions, que l'Espagne a réécrit son système de santé,
et elle l'a fait dans une logique de transfert de compétences aux régions. Les régions chapeautent un certain nombre de choses, dont l'enseignement, dont la santé, dont certains aspects d'impôts. Je dis ça parce que, c'est très structurant. Nous n'assurons pas des hôpitaux, nous assurons des régions. Quand nous assurons le CERMAS de Madrid, ce sont 70 boutiques, 70 hôpitaux, ce sont des centres de soins primaires, ce sont des mastodontes très importants. Donc le volume d'affaires, la relation est totalement différente, mais ce que l'on apprend en organisation et finalement l'exposition des risques est un peu différente. C'est aussi important, et je le redirai tout à l'heure, c'est important dans un pays comme la France qui s'est ouvert il y a quelques années au GHT. On a, si ce n'est le coup d'après, en tout cas une mise en perspective qui est intéressante. Les grands principes du système, là aussi, petite touche, les grands principes du système sanitaire espagnol, c'est l'impôt, c'est un système nationaliste, Beveridge. Ce sont les impôts qui financent ce système. Compétences décentralisées, comme je l'ai dit, attribuées aux communautés autonomes, couverture universelle, accès libre, et un portefeuille de services très large financé par le service public. Comme vous pouvez l'imaginer, le système de santé, puisqu'il est régionalisé, est une vitrine importante de ces régions qui ont des identités très fortes, est-il besoin de le rappeler. Les soins sont délivrés majoritairement par les fournisseurs publics, au sens large, même s'il peut y avoir quelques variantes comme en Catalogne. La Publica, comme on dit ici, est forte. Elle est forte, elle est reconnue. Des urgences jusqu'au service de pointe, en passant par de la chirurgie. En parallèle, il existe quand même des mutuelles de santé qui fonctionnent comme des HMO, qu'on appelle des Health Maintenance Organizations aux États-Unis, c'est-à-dire qui remboursent au premier centime. Donc, ils ont des relations contractuelles avec des acteurs plus mercantiles, des établissements de soins privés et des professionnels libéraux. Un mot sur le secteur privé, sans rentrer dans le détail des ratios. C'est un secteur assez dynamique. Qui s'est consolidé sur le plan financier au niveau des grands groupes, comme en France, qui font l'objet d'investissement. La particularité, et on va dire les choses très clairement, il y a des aspects de rémunération chez vos confrères du public en Espagne. Le privé permet une activité complémentaire. Le privé, s'il se consolide sur le plan financier, reste un privé qui ressemble un peu à ce qu'étaient nos cliniques ouvertes. Il n'y a pas de jugement de valeur, mais ça veut dire que le privé tourne très vite, beaucoup. On va parler d'organisation un petit peu. Le secteur privé a déployé des modes de prise en charge, des process assez élaborés de prise en charge du patient. L'activité de chirurgie, c'est un geste technique, mais c'est aussi une prise en charge. Et le secteur privé est assez dynamique. Et d'ailleurs, il a sur son amplitude de journée de travail une amplitude assez large. Ce qui frappe quand on vient de France, on peut voir un chirurgien qui peut faire le matin dans la Publica et le soir dans le privé, mais jusque tard. On peut être programmé dans le privé à 7h, 8h, 9h, 10h du soir. Voilà, c'est en guise de petites touches. Voilà ce que l'on assure. Donc si vous avez envie d'aller, après la présentation, voir un peu ce que c'est que ces acteurs, à quoi ça ressemble, on assure 4 grands secteurs publics. Madrid, la Catalogne, le Pays Basque et l'Andalousie. Donc ça fait voyager, ça fait se promener un petit peu. Et dans le privé, nous assurons des groupes dont le plus important qui est Van Salud, qui est un petit peu l'équivalent de la Générale de Santé, et un certain nombre d'autres groupes de taille plus petite. Et on assure des structures un peu particulières, mais en grand nombre, des collèges de médecins qui pourraient être comparés à nos ordres des médecins, sauf qu'ils ont des prérogatives qui vont un peu au-delà. Ils couvrent, dans leur logique de couvrir, de garantir la sécurité de l'activité de leurs médecins, ils proposent des offres d'assurance. Donc on gère avec eux les offres d'assurance. Là aussi, on est sur des gros volumes, puisque un collège de Barcelone peut recouvrir 30 000 médecins.
Qu'est-ce qu'on y fait? On y fait ce qu'on y fait traditionnellement à partir de la gestion des risques. On a des offres à partir de la gestion des sinistres, de ce que l'on comprend, et Mélanie vient de vous montrer, combien on fouille, combien on gratte, combien avec nos codifications on essaye petit à petit de comprendre les aspects organisationnels, les aspects médicaux. On essaie de proposer des offres de valeur, basées sur des diagnostics, des offres d'amélioration, et puis des analyses de sinistralité qui permettent de boucler la boucle. Ça, c'est notre offre de valeur. Et puis de l'autre côté, toute cette information, elle nous permet d'apporter de l'information à Cham, et mieux on connaît l'exposition au risque de nos clients, plus on peut proposer, je vous rappelle que nous sommes une mutuelle, plus on peut proposer une offre d'assurance durable. J'insiste parce que, et ce sera un autre élément, un peu en Espagne, un peu en Italie, l'assurance, c'est pas automatique. Les régions, les acteurs ne trouvent pas de solution d'assurance dans certains pays d'Europe, dans certaines régions d'Europe, et j'insiste sur ce sujet. Bien connaître le risque, c'est apporter de la valeur, vous apporter de la valeur à vous, mais c'est aussi comment dirais-je, garantir une offre d'assurance durable. Tout à l'heure, les Georges, Pierre-Yves, Bjorn, professeur Vibert, nous diront comment Cham cherche à compléter ce modèle, l'enrichir du digital, de la technologie pour le rendre plus fort, et là encore, pour encore mieux connaître l'exposition au risque. Alors quelques enseignements pour ouvrir le débat. Je l'ai dit, c'est un système de santé public régionalisé et très structuré. Il y a un gouvernement, il y a comme un ministre de la Santé dans chaque région, et puis il y a une offre qui est structurée. Pour votre information, il existe les centres de soins primaires, nos équivalents de médecine de ville, sont très forts. La plupart des services, des systèmes de santé ont été commencés par ces systèmes de santé primaires, puis sont allés vers les hôpitaux. Donc nous, en France, on est un peu sur une logique inverse. C'est assez important de le rappeler. Alors, un mot fort, c'est le territoire. Ces territoires sont forts parce qu'il y a beaucoup d'acteurs. Et le territoire, je crois, c'est un prérequis majeur au déploiement des parcours de soins. C'est sans jugement de valeur aucun. On est frappé quand on est dans ce pays de voir que le parcours du patient est une réalité, du centre de soins jusqu'à l'hôpital de référence. Il existe des process. Il existe des systèmes d'information qui pour beaucoup sont entièrement digitalisés. Il y a des communications très très fortes entre les centres de soins primaires et les hôpitaux. Il y a une culture de gestion des risques assez forte, avec pour information des objectifs entre les administrations et les hôpitaux et les professionnels de santé eux-mêmes. Je crois, puisqu'on parlera d'innovation tout à l'heure, c'est un des sujets, je crois que ce terrain est un terrain assez favorable à l'innovation, parce que vous avez défini votre parcours du patient sous forme de process, parce que vous avez des systèmes d'information, vous êtes capable de mieux, que ce soit avec des applications mobiles, comme tout à l'heure l'évoquait Mélanie, que ce soit avec des systèmes d'intelligence artificielle, d'aide à la décision. Ces prérequis permettent de déployer de l'innovation beaucoup plus facilement, et c'est ce que l'on voit beaucoup dans les établissements. Il reste des défis à relever, comme les listes d'attente notamment, et puis j'en ai parlé un petit peu, le niveau de rémunération des médecins. Deux ou trois petits commentaires que j'ai notés en préparant. J'ai voulu insister sur ces aspects d'organisation. Je parlais des chirurgiens. Je rappelle que c'est vous qui avez mis en place les activités dites ambulatoires, finalement, il y a 20-25 ans. Et c'est vous qui avez été les premiers à amener l'influence de l'industrie sur nos métiers. Aujourd'hui, on parle de parcours patient, ça a l'air normal. Mais on voit bien que le parcours patient va au-delà de l'hôpital. On le sait qu'il existe au niveau du territoire. Et comme je vous l'ai dit, on est frappé en Espagne de voir ces territoires très structurés
Et comme je fais référence au GHT, c'est une mise en perspective pour nous qui est très intéressante. La crise du Covid n'a fait que confirmer que le système de santé, au-delà de l'expertise, était un lieu où il fallait savoir gérer des flux et des capacités. Comme je l'ai dit, l'innovation trouve un terreau très favorable à ce genre de choses. Pour ouvrir, vous allez me dire, bah oui, d'accord, mais moi j'opère dans un bloc opératoire. C'est un peu, peut-être tout à l'heure, quand on parlera avec Pierre-Yves, Björn, professeur Vibert, une question, quelle est la place du bloc? Quelle est la place du bloc opératoire dans ce parcours patient? J'ai pour ma part la sensation que le bloc est bien plus qu'un lieu de passage où on opère un patient 1 heure, 2 heures, peut-être même moins. Je pense que c'est un lieu qui va devenir très stratégique. D'abord, d'établir des barrières de sécurité, parce qu'on gère des flux plus importants. Et deuxièmement, certainement, un lieu de pilotage et de coordination. Ça, c'est sans doute un sujet que je propose à votre réflexion de cet après-midi. J'ai eu la chance, on a la chance de rencontrer des leaders d'opinion, notamment pour aider à atterrir nos réflexions sur le digital. Et pas plus tard que la semaine dernière, je parlais à un chirurgien coordinateur de l'IX, Institut catalan de la santé. Ils sont tout à fait sur ces sujets, de finir la formalisation des process de prise en charge. Ils sont sur la logique de proposer aux acteurs de terrain, mais aussi aux administrations, des tableaux de bord d'activité, de ressources disponibles et de sécurité du patient, avec des objectifs très concrets, qui parfois indexent les niveaux de rémunération des chirurgiens, des chefs de service. Et je vous en ai donné 2 qui sont intéressants, de mettre 80% de l'activité sous process, et de faire en sorte que le pourcentage, et un indicateur sur le pourcentage d'intervention qui commence à faire. Voilà. Ça c'est sur la partie, organisation, donc un premier thème que je voulais vous proposer. Le deuxième sujet, en Espagne, même si on est là depuis 4-5 ans, on s'est risqué à une étude de sinistralité avec une codification qui décrit, qui a une petite approche analyse de cause. Je pense à la méthode alarme. Pierre-Yves vous confirmera sans doute tout à l'heure que c'est un sujet très important pour nous et que sur ce sujet-là aussi, nous avons maintenant de nouveaux systèmes de codification dans lesquels nous avons investi. Bon, Mélanie a montré des choses, on est sur des disciplines, hein, en descriptif, on est sur des choses qui sont à peu près pareilles. 35% alors on a fait une étude sur 4207 dossiers codifiés, près de 1500 étaient liés à la chirurgie au sens large. Et on retrouve l'ortho et la traumatologie, la gynéco, la chirurgie gynéco, alors l'obstétrique vient peut-être un peu polluer le chiffre, et puis la chirurgie digestive, qui à L3 représente 60% des réclamations en chirurgie. Les principales interventions, pour les nommer, on a l'implant prothétique, l'arthroscopie, l'opération du rachis pour la partie traumato et ortho, la coloscopie, les réparations de l'hernie inguinale, les cholécystectomies, l'opération du côlon, fibroscopie gastrique et l'hystérectomie. Voilà, c'est important pour nous, c'est important pour les messages que l'on veut adresser. C'est important pour nous aussi, là, c'est une porte aussi ouverte au discours que tiendront Björn et Pierre-Yves. C'est vrai que Cham est beaucoup plus acculturé à du risque organisationnel et médico-légal. Nous souhaitons, à travers ces informations un peu plus précises, rentrer dans une connaissance du risque plus technique, plus chirurgical. Je pense aussi que le professeur Vibert nous en dira un large mot. La plupart des accidents sont évitables. Sans rentrer dans les détails de la méthode alarme, mais on sait que les facteurs d'équipe et d'organisation, couplés à l'exécution des tâches, c'est un peu ce que disait Mélanie, représentent 60% des réclamations. Si on y ajoute les facteurs liés aux patients, que souvent on peut négliger, on est à 80% de nos réclamations, et ceci de façon assez homogène de spécialité à spécialité. On a des facteurs qui émergent, hein, comme l'organisation, la supervision, enfin, beaucoup de programmes opératoires, de planification des tâches qu'on retrouve très souvent, mais aussi de communication avec le patient au sens large. On peut y retrouver les sujets d'information du patient, la prise en compte de l'état de santé
et du patient, la présentant des antécédents du patient, l'absence d'alerte, l'incapacité d'arrêter une chaîne lorsqu'on voit qu'un sujet est en train de dysfonctionner. Et puis ensuite, on a des sujets plus rares, mais classiques, d'erreurs d'interprétation d'examen, de répartition de tâches mal définies, de traitement du patient, d'erreurs d'un prestataire, j'entends par là la NAPAD ou la biologie. Donc on commence à avoir une vision un peu plus fine de nos risques et c'est d'autant d'informations que l'on souhaite partager avec des sociétés savantes. Je me suis amusé à les répartir un peu comme un gestion de risque et voir celles et ceux qui étaient le plus immédiatement évitables vers la gauche et ceux qui renvoyaient peut-être à autre chose. Et là encore, je passe le plat, je passe le relais à tout le digital, l'innovation, et je pense qu'on va en parler cet après-midi. Il est clair qu'à travers ce que l'on peut voir, des sujets d'implication chirurgicale, des sujets de malposition, j'entendais tout à l'heure une question, est-ce que vous avez encore des erreurs de côté de patients d'organes? Oui, on en a encore. Des oublis de matériel, on a encore des sujets de consentement éclairé. On a des choses un petit peu plus borderline autour de l'anesthésie, la gestion d'un arrêt cardiaque en pleine intervention, des erreurs dans le traitement antitraumatique. Et puis on a des choses qui, jusqu'à maintenant, on avait envie de dire un peu la faute à pas de chance, une perforation, une embolie, un lâchage de suture. En fait, on voit qu'on peut très bien, et on a fait ce travail en réfléchissant les apports de Kersyntax qui vous sera présenté, mais finalement c'est l'apport des solutions technologiques en général. On voit qu'on a 3 enjeux au bloc opératoire, là encore, réflexion à partager, renforcer les barrières de sécurité autour de la sécurité du patient, monitorer de plus en plus les activités au sein même du bloc opératoire, comment on peut coordonner ces prises en charge de patients qui arrivent de plus en plus nombreux, qui sont de plus en plus pris en charge en ambulatoire, comment aider en temps réel, c'est un mot qui nous accompagne pendant notre réflexion là, chez CHAM, comment accompagner en temps réel le chirurgien à travers des tableaux de bord un petit peu plus dynamiques, qui seraient capables de détecter des alertes, tant organisationnelles que techniques. Et puis enfin, il y a toute une partie d'aide à la formation grâce à la vidéo, il y a toute une partie d'aide grâce à l'intelligence artificielle, il y a des gros projets portés par Kersyntax sur des interventions types, tiens, comme par hasard, les interventions qui sortent dans notre sinistralité, sur lesquelles on pourrait, parce qu'on a prévalidé des étapes, aider en temps réel un chirurgien. Donc là, on voit bien qu'on a une partie plus innovation qui pourrait apporter quelque chose au chirurgien. Et encore, ces sujets sont ouverts à votre réflexion et on sera très intéressé à vous écouter. Sans oublier, et je pense que Georges en dira un mot, sans oublier en toile de fond l'équipe. La chirurgie est un métier technique, l'organisation renvoie à des bonnes pratiques, mais c'est des hommes, des femmes qui travaillent ensemble, qui gèrent des urgences, des retards, des frustrations, du stress. On sait que, on l'a vu avec la crise du Covid, le bien-être de l'équipe est un sujet très important. Qu'est-ce que peut apporter le digital dans ce domaine? Là aussi, il y a un vrai sujet qu'il faut pas négliger. Et je vais juste vous donner une petite anecdote. On a la chance de visiter des établissements en Espagne et j'ai eu la chance de voir un bloc digitalisé dans le sens digitalisation du programme opératoire, mise à disposition des informations sur les téléphones mobiles. Et au-delà de l'efficacité, au-delà de l'une des premières impacts que les équipes ont reconnu, c'était la suppression des numéros des appels téléphoniques, la diminution du bruit et la création d'une ambiance plus zen. Je trouve que ça m'a énormément marqué et ça m'a fait dire que le digital et le bien-être des équipes ne sont pas forcément incompatibles. Une certaine mécanisation, une certaine digitalisation et le mieux-être des équipes et des patients n'étaient pas incompatibles. Là encore, sujet à soumettre à réflexion. Je vais essayer de respecter le temps. Sur l'Italie, je vous ai dit que je serais un peu moins disert et je voudrais avoir un angle de vue un tout petit peu particulier. Non, en Italie, nous sommes présents
plutôt en Italie du Nord, un peu en Italie du centre autour de Rome. Là aussi, on a sur des régions, hein, on a un gros volume d'affaires. C'est un système, là aussi, régionalisé, piloté de façon assez verticale, avec des offres de soins graduées et aussi des démarches de contrôle, un peu d'objectifs et de moyens, comme nous le faisons avec nos ARS. Et nous avons une entrée un peu tardive dans la démarche de gestion des risques à travers des premières bonnes pratiques, un peu par bribes, et des recommandations ministérielles, un système national de surveillance, de déclaration des événements indésirables, et puis des lois plus récentes, GENI, qui ont reposé un peu le cas, non seulement de la gestion des risques, mais aussi de la responsabilité civile. L'Italie étant, je ne vais pas faire du discours de juriste, mais a été aussi marquée par l'inversion de la charge de la preuve. Ça fait le lien avec un petit sujet sur une des caractéristiques de l'Italie, c'est pas la seule, et pardon pour le caractère réducteur du propos, mais un aspect qu'il faut garder en tête, hein, et d'ailleurs, c'est une des solutions qu'on apporte en Italie, c'est ce qu'on appelle la médecine défensive. Il faut rappeler que ce risque médical, à titre général, est un risque à développement long. Hein. Il y a plusieurs années entre un événement et son jugement, entre guillemets. Les données sont rares, ce qui veut dire qu'on est bien soigné dans les hôpitaux, mais qu'on n'a pas toujours beaucoup de matière pour travailler, pour appréhender, pour comprendre. L'Italie est un pays volontiers judiciarisé, paraît-il, il y a plus d'avocats à Rome que dans toute la France. Tout ça a conduit à beaucoup de débats jurisprudentiels. Fréquence et coûts des indemnisations ont augmenté. Il faut reconnaître aussi que les acteurs, et tous les acteurs, ont peu travaillé la donnée, donc il y avait une donnée assez pauvre, et qui a conduit donc à un échappement un petit peu de ce risque, à une fuite des assureurs. Il y a eu des régions qui n'ont pas trouvé d'assureurs, et du coup s'est développé une médecine dite défensive avec un excès de soins, un excès d'examens complémentaires qui était donc préjudiciable aux patients, non seulement en termes de surcharge, de prise en charge, mais éventuellement d'effets indésirables induits par cette médecine défensive, et puis des effets des impacts économiques. Voilà, on a quelques données de chiffres, mais on est encore assez jeune sur la sinistralité, d'autant qu'en Italie, nous gérons la partie haute, je crois, de la sinistralité. Il y a énormément dû aux franchises, il y a énormément de sinistres qui sont encore gérés par les établissements eux-mêmes, donc on est encore en travail de recollecte de données. On voit des choses qui sont assez similaires à ce que l'on peut voir dans les autres pays. Je pense qu'on trouvera des choses assez proches de ce que j'ai pu vous présenter en Espagne. Voilà, je vais en rester là, ouvrir aux questions. Et donc, voilà, l'idée c'était de vous parler un peu de risk management et organisation territoriale. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de la sinistralité concrètement et que peuvent nous apporter les innovations. Et enfin, l'importance d'une data de qualité pour mener à bien non seulement nos activités, mais rendre pérenne l'assurance de vos activités. Je vous remercie et je suis à votre disposition. Merci beaucoup Frédéric Fuse. C'était très intéressant. Et nous constatons qu'en Italie et en Espagne, les questions qui se posent sont les mêmes. J'ai été très intéressé par tout ce que vous avez dit sur la nécessité d'organiser correctement le bloc opératoire et de veiller à une excellente communication entre tous les intervenants. C'est un sujet qui intéresse beaucoup l'Académie et qui elle-même serait très intéressée de travailler avec vous. Je passe la parole à Madame Autain. Merci Frédéric. Peut-être que tu veux répondre à Monsieur Marc sur ce sujet ou est-ce que vous avez d'autres questions? Monsieur le Président, c'était une remarque. J'ai un commentaire très rapide à faire et une question à poser. Puis-je avoir la parole? Oui, mon cher Henri.
Merci infiniment Frédéric. Je vous pose une question très simple. Vous travaillez à Barcelone, donc vous êtes catalan. Non, il n'est pas Vous catalan. entendez? Vous n'êtes pas catalan. Mais Henri est catalan. Mais vous Versant parlez le français. catalan. Vous parlez le catalan si vous êtes à Barcelone. Alors je vous dirais simplement, moltes gracias Frédéric pour la vostra comunicación complicados meus, registros d'un catalan de Perpignà. Et sempre endavant my way. Ce qui veut dire en clair que vous avez présenté une très belle communication, ou encore vous avez montré que l'orthopédie tenait la tête, malheureusement, dans tous les problèmes médico-légaux. Et puis, écoutez, je vous transmets mes meilleurs vœux à Barcelone, qui, comme vous le savez, est la capitale de la Catalogne. Merci. Avec Claude Benamou. Oui, j'aimerais avoir votre retour sur l'influence finalement de votre organisation au départ française et la gestion du risque management face à une organisation de la santé en France. Faites un peu un travail de risque management comparatif. Comment finalement vous réussissez éventuellement à induire des valeurs, une manière de faire venant de la culture française de ce risque management. Il n'a pas le micro. Est-ce qu'il a entendu? Non, il a pas. Frédéric. Je pense qu'il n'a pas entendu. Frédéric est là. Il a disparu. Non, il est là, mais... Non, il n'entend pas. Tout. Ou alors, nous... Pourtant le micro marche. On recommence? Vous m'entendez? Il est connecté en fait. Monsieur Fuse, est-ce que vous êtes... Je peux peut-être répondre à la place de Frédéric un peu, si je le reconnecte, je le souhaite. Merci. Il y a quelqu'un qui veut répondre? Parce que Oui, Monsieur Romero. oui, bonjour. Bonjour, je suis Pierre Léventier de Charles également. En attendant que Frédéric se reconnecte, je peux peut-être répondre effectivement à votre question, puisque j'étais ancien directeur international de Charles et contribué à cette internationalisation avec mes collègues. On a cherché effectivement à exporter un certain nombre de savoir-faire et un certain nombre de croyances, mais surtout effectivement à apprendre et à s'adapter à l'environnement local et aux environnements nationaux pour pouvoir finalement nous enrichir et essayer effectivement de pouvoir apprendre de chacun de nos environnements. Pour pouvoir effectivement par contre apporter de la valeur dans chacun de nos pays et être capable de créer des éléments de benchmark, on s'est attelé à pouvoir avoir des éléments de comparaison. Donc, tous nos sinistres de responsabilité civile médicale notamment, sont codifiés de manière analogue sur l'ensemble du territoire européen, ce qui nous permet réellement d'avoir une vision comparative de la sinistralité, des facteurs de la sinistralité, et non seulement de pouvoir être pertinent en Espagne, en Italie, en Allemagne, en France, mais aussi pouvoir apporter des éléments de comparaison et de benchmark pan-européen, et ces données effectivement sont à disposition pour pouvoir faire progresser. Voilà, pardon, il y a une petite coupure de réseau au bureau de Barcelone, mais je suis de retour avec vous. Voilà, mais je pense que Pierre-Yves a largement pris le relais. Merci Pierre-Yves. Du coup, à destination du risque en Espagne et en Italie, Hubert Joannel a une question à poser. Mais en fait, j'ai une question et puis deux questions en pratique. Vous avez parlé des collèges de spécialité. Est-ce que vous pouvez un peu développer? Ce sont des sociétés savantes régionales qui passent des accords avec vous. Est-ce que vous pouvez en dire quelques mots? Et d'autre part, les orthopédistes nous ont appris le concept du no-go. J'y ai recouru de temps en temps pour des conditions en fait qui ne sont pas réunies. Les premières fois, quand je m'en suis servi, je me suis dit le patient ne va pas être content, et j'étais très surpris. Le patient était tout à fait satisfait. On ait reporté son intervention parce que les conditions n'étaient pas réunies pour des raisons diverses d'ailleurs, horaire tardif, dossier incomplet, enfin. Et c'est vrai que c'est notre responsabilité de dire bon, j'estime que nous ne pouvons pas entreprendre cette opération dans les conditions sereines. Quel est votre commentaire là-dessus? Alors, sur les collèges, on parle bien d'entités juridiques, administratives propres, que je rapprocherai de nos ordres des médecins. Ce ne sont pas des sociétés savantes. Hein. C'est un collège qui regroupe et qui défend les intérêts d'une profession. Et
sur un certain nombre de sujets, dont un, et qui est assez commun à tous les collèges, c'est de leur offrir une police d'assurance négociée, travaillée, etc., etc. Donc le collège est une entité particulière qui n'a pas d'équivalent effectivement en France. Mais ça n'est pas une société savante. Les sociétés espagnoles de chirurgie orthopédique existent, etc., etc. Alors il y a des liens forts entre ces collèges et les sociétés savantes, mais les collèges ont leur entité, leur rôle très particulier. Inutile d'ajouter, inutile de préciser qu'en fonction des villes, qu'en fonction des régions, ce sont des acteurs politiques très, très forts, enfin, comme vous l'imaginez. Ils ont une dimension de représentation de leur profession qui est très forte. Ce qui n'est pas sans, on ne va pas rentrer dans les détails, mais ce qui n'est pas sans poser quelques questions en Espagne, de ce que l'on croit comprendre encore. On a une nouvelle génération qui s'implique beaucoup moins dans la représentation, l'engagement public. Donc j'ai pu assister à des réunions d'organisation qui réunissent tous ces collèges. Ils ont des vrais sujets de savoir comment parler à leurs colegiados, que leur apporter et comment garantir la transmission d'une génération à l'autre, qui s'est volontiers féminisée et qui est moins tournée, qui vient faire son travail de médecin sur un plan technique, mais qui est moins tournée vers la partie politique du médecin. On est peut-être en train de vivre une transition dans ce domaine. Sur le sujet du no-go, qui est un sujet technique, là on a juste, nous, des recommandations où on est complètement aligné avec ce que vous venez de dire. Il est clair que s'il y a quelques enjeux de la gestion des risques, comme la formalisation de ces pratiques, être capable d'anticiper en début de journée, en début d'intervention, quels seront les risques un peu clés que je vais rencontrer. Ça me rappelle une présentation que je faisais, je crois, à une école d'infirmière. L'un des troisièmes piliers, pour moi, c'est la capacité d'arrêter. C'est que l'équipe ou l'individu, quel que soit son statut dans le bloc opératoire, soit capable d'arrêter le process de prise en charge, dès l'indication ou avant l'anesthésie. Donc ça, je ne sais pas s'il y a beaucoup de publications sur le sujet, mais c'est quelque chose sur lequel on serait très intéressé de collaborer avec. Merci Frédéric, on a une dernière question. Oui, vous nous avez dit au début de votre exposé, vous avez pris l'exemple d'un... Ah, pardon, tu m'avais donné la parole, non? Bon. Vas-y Richard. Oui, vous m'entendez? Oui, bien sûr. Oui, je vous avais dit au début de votre exposé que vous parliez des chirurgiens madrilènes et que certains chirurgiens opéraient dans le public et allaient opérer dans le privé fort tard, jusqu'à 10-11 heures du soir. J'aimerais savoir, parce que si vous faites ça en France, si vous voulez, avec les notions modernes, notamment de repos compensateur d'une part, et d'autre part d'ouverture des blocs avec les problèmes de salle de réveil, faisant partie des chirurgiens anciens où effectivement on opérait souvent en libéral jusqu'à 10 heures du soir, je ne pense plus qu'en France cette pratique, ne serait sur le plan organisationnel, mais également sur le plan responsabilité civile. Je pense que si j'ai un accident avec un patient à 10 heures du soir dans notre pays, je risque d'être condamné. Je suis donc que vous expliquiez un peu sur le fonctionnement espagnol. Alors je sais bien qu'en Espagne on dîne tard, on démarre tard le matin et que les horaires ne sont pas les mêmes, mais est-ce que vous pourriez nous dire combien de temps travaillent les chirurgiens espagnols par rapport aux chirurgiens français actuels? Alors, sur le temps, je n'y risquerai pas, mais je vous confirme que l'activité du chirurgien, elle est dans la publica le matin, alors avec une intensité qui reste ce qu'elle est, et elle est le soir, dans des établissements de soins, dans des cliniques privées. L'anecdote est que quand on commençait, vous savez qu'on fait des visites de risque, et quand j'ai appris ça, j'avais quelques collaborateurs, je leur ai dit mais ça on va pas laisser passer, ou du moins on va le mesurer, et je me suis fait, non pas rabrouer, mais me dire mais oui, mais c'est culturel, c'est comme ça. C'est comme ça. Une collaboratrice qui s'est fait opérer, à quelle heure tu te fais opérer? C'est la semaine prochaine, à 7h30 du soir. Ah, d'accord. Moi, quand j'ai été directeur d'une clinique, on parlait de sortie tardive du bloc opératoire, et on faisait attention pour encombrer la SSPI, la REA, ou les services, etc. Là, le sujet n'est pas là. Pour des raisons culturelles,
oserais-je dire, pour des raisons, il faut travailler. C'est un pays où on travaille. C'est un pays où des chirurgiens, des médecins ont volontiers 2 employeurs. Hein. Ça, il ne faut pas le négliger. Voilà. Donc, ça fait partie, et il faudrait que je m'en rapproche de nos médecins légaux, pour dire si dans des rapports d'expertise, ce point est de temps en temps mis en avant, je ne le pense pas. La notion de repos compensateur n'est pas encore acquise en Espagne. Si, au niveau des anesthésistes, si, sur des grandes disciplines. Mais les activités libérales font ce qu'elles font. Mais vous savez, en France, on peut prendre le cas de médecins intérim. Hein, est-ce que telle ou telle clinique, tel ou tel hôpital, quand elle a recours à un urgentiste, est-ce qu'elle vérifie si il va s'engager pour 24 heures en urgence X et Y? Est-ce qu'on vérifie si la veille il était en repos ou si la veille il était dans un autre établissement du département? Donc il y a une sorte de course à l'acte, une course à l'activité qui effectivement, même si sur le papier elle est cadrée, en pratique n'est pas toujours limitée.